Sur la ligne, épisode 3, sur la ligne, le podcast officiel de la Coupe Rogers présenté par Banque Nationale, en compagnie de mon collègue Nicolas Richard. Nico, comment ça va? Ça va bien, Alex, étant donné, humeur moyenne, là, je me suis fait battre 2 fois par mon bon ami Francis cette semaine. Amère défaite, je suis encore amer, mais il nous écoute, on le salue au passage. Ça va, Alex? Ça va très bien. J'ai même eu le droit à une petite coupe de cheveux depuis la première fois du confinement. Je te dis que la coupe de cheveux d'adolescent est maintenant disparue. Ça fait du bien à ma nuque. Question de te démoraliser encore plus. Nico, j'ai quelque chose pour toi ici. En plus de ta défaite spectaculaire contre ton ami, je veux te rappeler aussi que tu n'auras jamais un aussi beau revers que ce jeune de 7 ans-là. À la chapeau Valov. Jésus! OK, quand même, il a le style, il a l'aplomb, il a... Wow! Il y aura un meilleur revers que toi et moi pour le restant de ses jours. Probablement, oui. C'est sûr que les gens en version audio verront pas ça. Il faudra venir le voir sur la chaîne YouTube. Le podcast est disponible pour l'instant sur SoundCloud en version audio, en version également vidéo sur le site de Tennis Canada et le YouTube de Tennis Canada. Voilà. Bon, je l'ai dit finalement, c'était pas si simple que ça à dire. Disponible éventuellement sur d'autres plateformes comme Spotify et toutes les autres plateformes de balado. Voilà, c'est dit. Je pensais que tu allais ajouter quelque chose. Non, mais tu étais dans ton élan de promo. Je te laissais aller, tu étais complètement à l'aise. Bon, ben Nico, passons d'abord au premier sujet. Un premier sujet qui, moi, m'allume beaucoup parce que, d'une certaine manière, le retour au jeu de Kim Clijsters a presque failli passer aux oubliettes. Oui. Parce que c'était une grosse nouvelle au début de l'année de voir Clijsters revenir en fin trentaine au jeu. Elle avait annoncé sa retraite. Bon, elle a eu des enfants. Elle avait même été une des rares mamans à être numéro 1 mondial et remporter des tournois du Grand Chelem. Alors, je suis content qu'on parle de Kim Clijsters. Toi, c'est une joueuse que tu appréciais? Clijsters, non seulement je l'appréciais, mais je la trouvais phénoménale. On s'en parlait un petit peu avant. Là, dans ses bonnes années, Clijsters, elle était très difficile à battre. Puis j'aimais beaucoup son style de jeu. On parlait souvent dans le dernier épisode des joueuses qui sont agréables à regarder, mais Clijsters en était une. Que lorsqu'elle faisait des quarts de finale, des demi-finales en Grand Chelem notamment, c'était tout le temps des bons matchs. Puis Dieu sait que le tennis féminin, s'il y a quelque chose d'instable au classement, c'est bien le tennis féminin WTA. Mais Clijsters était toujours capable de s'imposer face aux meilleures joueuses au monde. Donc, oui, tu me demandes si je l'aime, j'aimais beaucoup Kim Clijsters. C'est un style de jeu que j'apprécie énormément. Et là, de la voir revenir, tu l'as dit, c'est du bonbon, là. Ce qui est intéressant de sa carrière, c'est qu'elle a eu, elle a été numéro 1 mondial alors que tu avais des joueuses à leur sommet comme Serena Williams, Maria Sharapova. C'est une fille qui était une des meilleures des meilleures. Alors, moi, quand j'ai vu qu'elle faisait un retour au jeu, j'étais très, très, très content parce que, bon, d'abord, c'est une joueuse que j'aime beaucoup. Regarder jouer, mais en même temps, je trouve que l'histoire, elle est intéressante. Est-ce qu'elle va redevenir parmi les meilleures joueuses au monde, tu penses? Ben, écoute, elle est déjà à 37 ans, Kim Clijsters, mais je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas. Mis à part l'âge, peut-être la forme physique, mais tu la regardes jouer présentement au World Team Tennis, et vraiment, elle semble être encore dans la fleur de l'âge. On dirait qu'elle n'a rien perdu, même si elle est devenue mère pendant sa courte retraite. Mais vraiment, Kim Clijsters, je pense qu'elle a les moyens de le faire. C'est quand même 41 titres, 4 du Grand Chelem, 3 à New York et 1 en Australie. Elle a du bagage et je pense que évidemment, les comparaisons sont toujours boiteuses, là, mais un peu comme Federer, je trouve que c'est le genre de joueuses comme Williams qui comme le vin, s'améliore avec le temps. Et je pense que Clijsters, du moins de ce qu'on a vu depuis le début de l'année 2020, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait l'arrêter. Et non seulement ça, elle a battu 4 excellentes joueuses dans le tournoi. On parle de Muguruza, Kenin et Konta. C'est pas des proies faciles et elle en a disposé. Ben, elle a battu aussi Sloane Stephens. Absolument, oui, elle a battu, bon, il faut le dire, le World Team Tennis, c'est une compétition un peu, c'est une compétition d'exhibition, mais je pense quand même que surtout, particulièrement dans le contexte, les joueuses le prennent au sérieux. Oui.
Parce que ça se veut comme d'habitude, c'est plus comme un tournoi de type showdown, de type démonstration qui en met plein les yeux avec beaucoup d'ambiance. Mais là, je pense que ça prend une espèce d'autre tournure, c'est-à-dire que ça devient une espèce de tournoi préparatoire à la saison à venir. Tu sais. Et je pense que les joueuses le prennent au sérieux, ce tournoi-là. Et puis, elle a battu Sloane Stephens, elle a battu Kenin, entre autres. Tu sais, c'est des championnes de Grand Chelem. Là. C'est quand même pas des joueuses classées 3 millième au monde. Oui, puis elle semblait, je sais pas si tu regardes un petit peu les faits saillants ou les matchs, mais elle semblait tellement à l'aise, comme si la retraite lui avait fait du bien plus que d'autres choses. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver parce que j'avais vraiment hâte, lorsqu'elle a annoncé son retour, de la voir sur le vrai circuit de la WTA. Mais bon, avec ce qui est arrivé, ça a été plus difficile. Mais vraiment, je suis excité pour l'avenir de Kim Clijsters. Je te demande de te mouiller. Oui. La revois-tu dans le top 10? Je pensais que tu allais me dire un Grand Chelem. Grand Chelem, j'aurais dit peut-être, parce que sur un tournoi, une quinzaine, on ne sait pas ce qui peut arriver. Top 10, je sais pas. Je pense que ça me prendra un échantillon peut-être plus grand. Je l'ai dit, tu le sais aussi, le classement de la WTA est en constante évolution. C'est dur de rester en bonne position. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas l'avoir top 10 si elle peut continuer de la sorte et prendre du galon? Pourquoi pas? C'est moi qui fabule, parce que, sans dire qu'elle va régner sur la planète tennis encore 3 ans et qu'elle va être top 3, je pense pas, là. Mais une incursion dans le top 10, pourquoi pas? Pour moi, c'est plus difficile de remporter un tournoi du Grand Chelem que d'être dans le top 10. C'est parce que le classement demande une certaine constance à chaque tournoi, tandis qu'une quinzaine, tu le sais, tout peut arriver. Là, elle a gagné 3 US Open. Là, si cette année, elle se pointe à New York, à Flushing Meadows, puis qu'elle a vraiment des bons moments, une bonne quinzaine, tout peut arriver. Hein. Ça va être intéressant. J'aimerais ça. Ça ferait une méchante belle histoire. Tu sais. On a tellement eu, on va le dire, là, une espèce d'année de merde là, à tout point de vue, là, pas juste au niveau sportif. Là. Ça ferait tellement une belle histoire de la voir revenir parmi les meilleurs au monde après avoir pris sa retraite, après avoir accouché. Puis ça semble une fille tellement sympathique en plus. Puis sais-tu ce qui serait encore plus fou? Une finale Grand Chelem, mettons à New York, Serena contre Clijsters, 2 mères, 2 filles qui ont dominé la planète tennis. Rendez-vous ultime, Williams, Clijsters. Pour vrai, je mettrais beaucoup d'argent pour voir cette finale-là. Une finale de maman, pourquoi pas? Ben oui, pourquoi pas avec les enfants sur le court à la fin et tout. Non, ce serait... Lorsqu'on y pense à voix haute, ça fait beaucoup de sens. Hey, mais ça serait le fun. Ça serait le fun. Puis en plus, c'est Kim Clijsters est déjà aux États-Unis. Serena aussi devrait jouer l'US Open. Peut-être que toutes les grandes joueuses ne seront pas à ce tournoi-là. C'est peut-être l'occasion parfaite pour Serena de remporter le titre du Grand Chelem qui lui manque pour avoir le record. Mais non, pour vrai, là, ce serait hot. Une finale Kim Clijsters contre Serena Williams. Une finale de mère contre maman. Ouais. Wow. On parle de Clijsters qui a des bons moments au World Team Tennis. As-tu eu des échos de notre Canadienne, notre Montréalaise, Eugénie Bouchard? Elle va bien, Est-elle de retour sur les rails pour l'année 2020? Toi, dès qu'elle gagne... moi, je suis trop emballé. Je m'emballe trop facilement. Là. Oh, un set, voilà, Grand Chelem. C'est ça, exact. Dès qu'elle gagne un set, she's back! mais pas de farce. Elle est vraiment dans une bonne séquence. Ouais, ça va bien. Puis moi, je trouve ça intéressant qu'elle joue beaucoup. Tu sais, elle a joué Charleston, elle joue le World Team Tennis. Et c'est intéressant pour la saison à venir. Maintenant, là, à moins qu'elle reçoive un laissez-passer pour le US Open, elle ne le jouera pas. Là, elle n'a pas le classement là, pour jouer en simple. Mais qui sait, peut-être qu'elle aura... c'est quand même un gros nom. Là, ça reste un nom qui attire beaucoup de regards. Oh oui. Peut-être que l'US Open peut toujours lui donner le wildcard. À ma connaissance, ça n'a pas été annoncé si les wildcards encore. Mais je trouve ça intéressant parce que, c'est ça. Elle joue beaucoup. Tu sais, même si c'est un tournoi d'exhibition. Le World Team Tennis, ça reste quand même, c'est des situations de match, c'est quand même des sensations positives. Tu sais, quand tu gagnes, c'est toujours positif, peu importe la situation. Alors,
Moi, je trouve ça intéressant pour Eugénie. Bon, elle a battu Léla au début du retour à Charleston. Moi, je disais, faut pas voir trop loin avec ce match-là et je le pense encore, mais il reste que les sensations positives s'accumulent dans son cas et qui sait, peut-être que ce sera c'est précurseur d'une bonne fin de saison, au début de saison, là, dépendant de comment tu peux voir ça pour Eugénie. Ouais, puis bon, on parle d'une 3e victoire en double pour elle avec elle qui s'aligne avec le smash de Chicago dans cette nouvelle ligue. Mais tu parles, tu sais, Eugénie, c'est le genre de fille qui, je pense, sur une bonne séquence, parce que tu sais, Eugénie, c'est une fille de séquence. Soit elle perd longtemps ou elle gagne longtemps, tu sais, dans la mesure où, bon, l'année 2019 a été, bon, coup-ci, coup-ça, 2018, coup-ci, coup-ça, mais pourquoi pas cette année? Disons là, qu'elle a un bon tournoi avec le smash de Chicago, qu'elle arrive, bon, peut-être à Cincinnati, des bons matchs, puis si tu parles d'un laissez-passer au US Open, pourquoi pas? Je veux dire, tout est permis pour elle, surtout si tu le dis qu'elle est dans sa bulle, qu'elle a des bonnes sensations. Je me dis que tout est possible, surtout pour Eugénie, qui, mine de rien, connaît ce genre d'atmosphère-là, connaît les Grands Chelems, a déjà super bien joué en Grand Chelem. Ça fait que si Eugénie décide de mettre la main à la pâte cette année, puis de s'encourager, puis de faire fi de la pression populaire, puis de tout ce qui se dit sur elle, ben, moi, je la vois, Eugénie, je crache pas sur un Grand Chelem pour Eugénie d'ici la fin de sa carrière, tu le sais. Là. Je suis complètement, je suis optimiste. En tout cas, je peux te garantir que si jamais elle gagne un Grand Chelem, je vais ressortir cette clip-là puis je vais la mettre partout sur les médias sociaux pour que tu vas avoir été peut-être un des seuls à y croire. Mais j'y crois encore. Je peux comprendre les gens qui ont abandonné sur le cas d'Eugénie Bouchard parce qu'elle a eu des démêlés avec son jeu depuis 2-3 ans maintenant, mais elle est capable de le faire. Puis je pense que si elle met les énergies qu'il faut, puis je pense qu'elle le fait, on l'a vu sur Instagram depuis le début de l'année 2020 notamment, je pense qu'elle veut remporter. Elle aime encore jouer au tennis. Puis je pense que ça suffit. Il suffit une étincelle, 1 ou 2 bons tournois, puis je pense qu'elle est repartie. Elle a le talent pour et on le sait. Donc, je ne vois pas pourquoi lorsqu'on parle d'Eugénie, on parle comme si le meilleur était derrière elle. Peut-être parce qu'elle a fait des finales de Grand Chelem, elle a super bien joué, mais tu sais, elle a quoi, Eugénie? Elle a 26, 20, 25, 26? Je veux dire, il y a encore beaucoup de belles choses qui peuvent lui arriver. Pourquoi pas, tabarouette? Ouais, peut-être. Peut-être non, mais... Je le souhaite ouais. Là, tellement parce que moi, je suis un fan d'Eugénie. J'aime la regarder jouer. Je la suivais déjà alors qu'elle était chez les juniors. Puis c'est une fille qui est le fun à regarder jouer sur le terrain. Elle manque peut-être d'armes à l'attaque un petit peu pour rivaliser contre les meilleurs, mais en même temps, je reviens toujours à cet exemple-là. Simona Halep, c'est pas la plus grande, c'est pas la fille qui est la plus puissante sur le circuit, mais Colin, elle a été numéro 1 mondial. Alors, si Simona Halep peut l'être, je pense que Eugénie, en tout cas, peut à tout le moins remonter dans le classement avec les armes qu'elle a. Comme tu dis, elle a 26 ans, là, c'est pas comme si elle avait 41. Puis peut-être que cette année, c'est tellement une année atypique que ce sera une bonne année pour elle pour pouvoir remonter dans le classement. Et puis, je lui souhaite. Maintenant, vois-tu l'US Open donner un wildcard à la 313e joueur mondiale? Non. 332. 332e joueur mondial. Elle est rendue 332? Ouais. Ça fait quand c'est loin, là. Mais tu l'as dit, c'est une fille qui attire les foules. Je pense pas que le US Open, dans un tel contexte, quoi qu'on sait pas, s'il y a des joueurs européennes qui se désistent, ça peut peut-être ouvrir la porte. Puis je pense qu'Eugénie peut passer devant beaucoup de filles qui sont devant elle au classement parce que, tu l'as dit, elle attire les foules, elle attire le public, elle attire les Kodak. De là à dire, est-ce qu'on va lui donner un laissez-passer? Je ne penserais pas, mais tu sais, on parlait peut-être en double, pourquoi pas en double, ou même si elle peut juste faire des petits tournois, lui redonner confiance. Tu parlais qu'il faudrait peut-être qu'elle peaufine son jeu offensif, mais je pense que c'est seulement une question de confiance parce qu'on le sait et elle le sait qu'elle est capable de le faire. Donc, je pense qu'il ne faut pas seulement voir à court terme là, d'ici la fin de l'année 2020, mais en 2021, peut-être bon, qu'elle sera de retour dans le top 100, top 50, pourquoi pas? Ben regarde, je le souhaite pour Eugénie, puis ce qui est bon pour Eugénie est bon pour le tennis canadien. Tu sais, ça reste quand même une fille qui a été cinquième mondiale, qui a été finaliste de Grand Chelem, puis de toute façon, son classement, je pense, n'est pas indicateur de ce qu'elle
l'est vraiment. C'est plus une fille qui, pour moi, pour l'instant, frôle le top 100. Enfin, on verra. Si l'US Open puis donner un wildcard, ça va être intéressant. En tout cas, moi, en tout cas, ça m'étonnerait qu'on lui en donne un par pure gentillesse. Là. En même temps, c'est un tournoi où peut-être qu'il y aura plusieurs vedettes qui ne seront pas là. Peut-être qu'il y aura en manque de nom. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'il y ait des vedettes européennes qui se désistent. Parlant de vedettes, ça se peut qu'il en manque pas mal du côté des hommes aussi. Oui, ben, le US Open, mine de rien, fait beaucoup de bruit là, par les temps qui courent. Puis je me demande sincèrement si ce sera aussi intéressant qu'on nous l'avait annoncé. Parce que, bon, il y a Djokovic qui se demande s'il va y aller. Thiem qui se demande aussi s'il va y aller. Ça, c'est Federer aussi. Ça a été confirmé qu'il n'y sera pas. Nadal, on pense qu'il va préférer peut-être rester en Europe et aller à Roland-Garros plutôt que de jouer à Flushing Meadows. Donc là, tu as peut-être ton top 4 qui ne sera pas là. Ben, aux dernières nouvelles, Nadal s'entraînait encore sur terre battue. Il a pas l'air d'un gars qui va jouer sur dur. Deux, avec tout ce qui est de la quarantaine, ça complique les choses pour le retour en Europe. Tu obliges presque les joueurs à choisir entre le US Open puis Roland-Garros. D'une certaine manière, c'est un peu ça que... ou d'arriver à Roland-Garros sans préparation, tu sais. Fait que sur terre battue, tu sais... Puis l'autre question que ça pose, c'est, OK, si Djokovic n'est pas là, prenons un scénario catastrophe. Là. La plupart des joueurs européens ne viennent pas. Zverev n'est pas là. Thiem n'est pas là. Tsitsipas n'est pas là. Djokovic n'est pas là. Nadal n'est pas là. Bon, Federer, on n'est pas là. Mais, ouais. Prenons, à moins que les joueurs soient déjà en sol américain, là, par exemple ceux qui jouent au World Team Tennis, là, mais qui vont probablement être là. Mais est-ce que ça n'enlève pas d'une certaine manière la légitimité d'un tournoi du Grand Chelem si tous les grands ne sont pas là? C'est sûr que oui. Imaginons que Raonic, là, je donne un nom qu'on connaît, Raonic, là, finalement, bon, on remporte le tournoi. Okay? Mais après ça, c'est de dire, ouais, mais c'est parce que là, tu as 9 gars du top 10 qui n'étaient pas là. Sûrement que tu ne les aurais pas battus. C'est ça, après, c'est de dire à quel point ton titre est légitime, puis tout au long de sa carrière, il va y avoir un astérix à côté de son nom lors de l'année 2020 du US Open, c'est sûr et certain. Je pense que la question ne se pose même pas. C'est sûr que ça va délégitimer sa victoire. C'est sûr. Puis tu sais, mettons que je sais pas, là, tu sais, c'est ça. Celui qui gagne remporte, je dis n'importe quoi, genre, Denis Shapovalov remporte le US Open. Je pense que sa victoire du Grand Chelem va être non légitime jusqu'à temps qu'il en gagne un dans un contexte normal. Oui, exactement. Oh oui, je suis complètement d'accord avec toi. Puis tu sais, la raison pour laquelle c'est un tournoi du Grand Chelem, c'est parce que tu dois battre les meilleurs. C'est parce que les meilleurs sont là. C'est pour ça que c'est les bourses les plus importantes, qu'il y a le plus de points au classement. Alors, si ton top, j'exagère là, mais si ton top 10 n'est pas là, jusqu'à quel point c'est un tournoi du Grand Chelem? Tu sais, c'est même plus un astérisque jusque-là. C'est même plus un Masters 1000. C'est devenu, tu sais, peut-être un ATP 500 du côté des hommes, tu sais. Alors, je sais pas, tu sais, c'est embêtant. Puis, jusqu'à quel point ça vaut la peine qu'on l'appelle encore le US Open si le top 10 n'est plus là, tu sais. Mais penses-tu dans cette optique-là que l'ATP a mal joué ses cartes de faire les tournois tellement rapprochés que ça enlève de la valeur à un? Parce que là, le problème actuel, c'est que les joueurs européens se disent, en fait, pour tous les joueurs, là, la consigne est la même pour tout le monde. Si je vais au US Open, je vais devoir être en quarantaine 14 jours une fois arrivé en sol européen. Ça fait que de participer à Roland-Garros devient pratiquement impossible. Bon, on en a parlé les semaines passées. Penses-tu que l'ATP a mal joué ses cartes? Penses-tu qu'elle se tire un peu dans le pied en voulant tellement condenser ses tournois? Ben, c'est parce qu'il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Là. C'est pas si simple que ça. Il y a le réseau de télé qui entre en jeu, les commanditaires peut-être. Alors, je pense, moi, j'ai pas toutes les informations entre les mains pour dire l'ATP s'est tiré une balle dans le pied en rapprochant les tournois. Puis peut-être aussi que quand on a programmé Roland-Garros 2 semaines après le US Open, on s'attendait à ce que la majorité de la crise soit passée. Or là, ça semble pas le cas, particulièrement aux États-Unis. Alors, c'est difficile de mettre la faute sur l'ATP quant à moi et ou la WTA.
j'ai pas toutes les informations en main, puis il y a vraiment beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Moi, la seule chose que je dis, c'est que pour l'instant, le US Open, pour moi, on verra, là, peut-être que les choses vont découler d'une autre manière, mais pour moi, le US Open, je vais avoir de la difficulté à le considérer comme un tournoi du Grand Chelem si la plupart des joueurs sont pas là. Des bons joueurs sont pas là. Et non seulement certains joueurs n'y seront pas, mais il y a Dominic Thiem qui dit que la qualité du jeu ne sera pas la même parce que le tournoi va accorder aux joueurs la présence d'un seul membre de l'équipe. Et c'est la critique que Thiem en fait, c'est-à-dire, c'est parce que le problème, c'est que par un membre par équipe, j'amène qu'avec moi mon entraîneur, mon physio, mon massothérapeute, le responsable de l'équipement qui sont des personnes essentielles à la réussite d'un tournoi comme le US Open. C'est de dire, non seulement certains joueurs n'y seront pas, mais ça le délégitimise dans la mesure où certains des joueurs ne seront pas à pleine capacité. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais quant à moi, c'est un problème de riches. Oui, non, c'est sûr. Non, 90% des joueurs de tennis dans le monde ne voyagent pas avec leur équipe. C'est évident. Alors, tu sais, je comprends là, que c'est des machines de guerre puis qu'il faut qu'ils soient fine-tunés au maximum avec tous les petits détails pour qu'ils puissent performer à leur maximum. Je le comprends, ça. Mais ça, pour moi, non, c'est de la fantaisie. Là. Je suis complètement d'accord avec toi, mais je te rapporte l'argument que Thiem a émis. C'est peut-être une des raisons qui va faire en sorte qu'il va décider d'outrepasser le tournoi du US Open. Djokovic a dit la même chose il y a quelques semaines aussi. Il n'est pas tout seul à le penser, mais c'est ça. Moi, je suis plus du genre, mais regarde, de toute façon, les conditions sont les mêmes pour tout le monde. Fait que va sur le terrain puis joue. Je veux dire, c'est pas comme si Djokovic pouvait arriver avec 10 personnes, puis toi, Dominic Thiem, parce que ton classement est un peu plus bas, tu arrives avec une seule personne. Je veux dire, pour moi, c'est un problème de riche. C'est pas. En tout cas, je comprends ce qu'il veut dire, mais tout le monde est dans les mêmes conditions, puis ça, pour moi, ça règle la question. Ouais, puis on a eu des nouvelles aussi en provenance de Cincinnati, le tournoi qui va précéder le US Open. Bon, on a décidé du côté de Cincinnati d'organiser le tournoi à New York du 20 au 28 août pour que ce soit plus facile le déplacement entre le US Open et le tournoi de Cincinnati. Honnêtement, je ne vois pas d'inconvénient. Là. Je veux dire, je pense que c'est la chose à faire, surtout que tu évites le voyagement. Puis si tu essaies d'écrire une espèce de ville ou une zone bulle dans ce contexte-là, je pense que le tournoi de Cincinnati a bien fait, surtout si tu veux préparer tes joueurs le mieux possible. Je pense que c'était la décision à prendre du côté des organisateurs. Ouais, puis même moi, je vais aller plus loin que ça. Tu sais, peut-être même que le tournoi de Washington aurait dû se tenir là aussi. Tant qu'à créer une bulle, tu crées une bulle pour un mois, puis tu règles la question. Bon, maintenant, je pense pas que ça fasse une grosse différence si les joueurs voyagent entre Washington et New York, là. Mais il reste que c'est une bonne décision. Je pense que c'est dans l'ordre des choses. Puis j'ai hâte de voir si on va avoir le même gagnant sur le même terrain et à Cincinnati. Oui, ben c'est ça. J'ai hâte de voir à quel point ce tournoi-là sera préparatif. Tu sais. Puis est-ce que ça va être, est-ce que ça va être le même line-up entre guillemets, c'est-à-dire que est-ce qu'on va avoir des surprises puis il y a des joueurs qui ne joueront pas Cincinnati puis qui vont venir que pour le US Open? Je suis convaincu parce que les joueurs, bon, c'est le tournoi de l'année. Là. Je veux dire, c'est le premier depuis le mois depuis l'Open d'Australie en janvier. Je suis sûr que les joueurs, s'ils peuvent s'économiser, ils vont outrepasser le tournoi de Cincinnati là, sans hésiter. Ouais, mais je sais pas parce que en même temps, ça fait comme. Toi, tu penses qu'ils vont le passer? Ben, non, je te dis pas qu'ils vont tous le faire, mais je te dis que si certains joueurs prennent cette décision-là, je vais la comprendre. Ah, moi, je la comprendrais pas. Moi, je serais comme joueur. T'as pas joué de la saison, t'as pas joué de l'année, puis là, t'as une chance d'aller jouer une semaine sur les tournois du US Open avant le US Open. Tu sais, je pense que c'est la meilleure préparation possible. Oui, moi aussi, je pense que je suis d'accord. Là, on s'entend. C'est juste que si, par exemple, je sais pas, Djoko décide de venir en Amérique, puis il décide d'outrepasser Cincinnati, puis il donne comme excuse qu'il va être à 100% frais, bon, si tu veux, pour le US Open, je vais comprendre. Sans être d'accord, je vais comprendre avec la décision qui va avoir été prise. Penses-tu qu'il y en a qui viendraient jouer Cincinnati, ramasser des points, puis retourner en Europe tout de suite avant de jouer le US Open pour faire 2 semaines de quarantaine, jouer un dernier tournoi préparatoire sur terre battue puis aller jouer Roland-Garros? Ça ne m'était pas passé à l'esprit, mais là que tu en parles, ça fait beaucoup de bon sens. Si du moins tu veux absolument privilégier Roland-Garros, ben oui.
Tu l'as dit, ça fait des mois qu'ils ne sont pas joués dans un environnement compétitif et sérieux. Tu viens à Cincinnati, tu vois de quoi tu es capable, tu joues dans un environnement sérieux, tu ramasses tes points, tu évites le US Open et tu arrives frais comme une rose à Roland-Garros. Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est tellement difficile d'évaluer qu'est-ce qui se passe présentement. C'est tellement une situation qui... Ce que je trouve difficile, en tout cas de mon côté, c'est d'évaluer la forme des joueurs. Parce que tu as beau faire des tournois d'exhibition puis de t'entraîner sur ton cours privé. On a vu Félix à Monaco puis s'entraîner avec Tsitsipas. Mais à quel point les joueurs vont arriver dans une forme comme pas habituelle, évidemment, mais dans une forme respectable. C'est ce que je me demande le plus. J'ai hâte d'avoir la qualité de jeu dans un tournoi sérieux. Ben, je suis d'accord avec toi. Puis pour les parieurs, c'est peut-être... c'est la pire. Non, c'est une catastrophe. Là. Ben, c'est une catastrophe pour ceux qui font les cotes de paris parce que c'est difficile d'évaluer. Tu sais, t'as peut-être une cote qui habituellement serait plus élevée pour un joueur. Et puis là, ben, tu as un joueur qui a joué, son classement est plus bas et qui a joué beaucoup, qui va arriver plus près. C'est peut-être une bonne opportunité pour sortir de faire de l'argent. J'ai tellement l'impression que les premiers tournois, là, Cincinnati, Washington, on peut avoir tellement de grosses surprises, là. Style le 34e joueur qui finalement remporte le tournoi parce qu'il va tellement s'être bien entraîné puis il va tellement être frais. Puis tout le monde repart. Tu sais, on parlait de forme physique. Là. Est-ce que tout le monde repart au même niveau? Ben tout non. Le monde, c'est ça que je me dis. Fait que, imagine le 34e joueur au monde là, qui est dans une forme splendide, connaît toute une semaine. Puis je suis sûr que ça va arriver. Là. Je suis convaincu. Puis comme on parlait tantôt, tu as les joueurs qui ont joué beaucoup de tournois d'exhibition. Tu as des gars comme Zverev ou Tim qui ont joué beaucoup. Du côté des femmes, tu vas voir ceux qui ont joué Charleston, qui vont avoir joué. Tu as des gars et des filles qui ont joué plus que d'autres. Tu sais, Nadal, à ma connaissance, il n'a pas joué beaucoup en situation de match. Puis tu as beau dire, on fait un match à l'entraînement, c'est jamais la même chose que quand tu joues. C'est pas la même intensité, le même contexte, non, c'est sûr. Non, exactement. Tu sais, mettons une fille comme Eugénie Bouchard, ça faufile. Je blague. J'insiste là, sur Eugénie, mais quand là, on va l'inviter à Eugénie, on va y parler. Ce serait dément. Tu vas être capable d'y parler? Tu vas être capable? Ah, bon, oui, non, j'aurais pas le Star Trek, inquiète pas pour moi, je suis quand même professionnel. Là, faut qu'on jase, parce que ça fait une semaine qu'on a terminé l'enregistrement de l'autre podcast. Je passe nuits et jours à essayer de répondre aux teases que tu avais fait. C'est-à-dire, est-ce qu'Andy Murray peut être le seul à être considéré comme étant le 4e membre du Big Four? Jours et nuits, j'y pense. Jours et nuits. Ben, c'est dur d'y répondre. Ben, c'est pas tant que c'est dur, mais je pense que Andy Murray est le 4e membre. Je pense que sa place est acquise. Et je trouverais difficile de nommer un joueur qui a mieux performé que lui en tant que 4e membre du Big Four. Je te donne quelques statistiques. Là. 46 titres ATP, 2 titres à Wimbledon, 1 US Open, 2 médailles d'or olympiques et il a aussi atteint le premier rang mondial en 2016. Donc, quand tu pars de là, tu te dis qui d'autre pourrait le déclasser? Et là, je te donne une liste de noms, tu me dis ce que tu en penses, d'accord? Instinctivement, les noms qui sont venus en tête, qui ont, disons, dominé la planète tennis au cours des dernières années. Je pense à l'Argentin Juan Martín del Potro. 22 titres ATP, 1 US Open, 1 médaille d'argent olympique, 3e rang mondial en 2018. Je pense aussi à David Ferrer, 27 titres ATP, 3e rang mondial en 2013, mais aucun grand chelem. Stan Wawrinka, 16 titres ATP, 1 en Australie, 1 à Roland-Garros, 1 au US Open, 1 médaille d'or olympique en double, et il a aussi atteint le 3e rang mondial en 2014. On pense aussi Marin Cilic, Thomas Berdych. À toi la parole. T'es vraiment un féru de stats. Hein? Ben, non, mais je trouve que ça vient comme donner un contexte à cette question qui peut quand même soulever un certain débat, parce que même si je pense que Murray est incontestablement le 4e membre du Big Four, puis je suis pas le plus grand fan d'Andy Murray, là, mais je pense qu'il a sa place là. Mais maintenant, je comprendrais aussi que certains diraient Stan Wawrinka parce qu'il a été sublime. Là, on pense des années 2012, 2013, 2014. Il a été fantastique. Partons de la fin. Okay? Pour moi, David Ferrer, c'est peut-être le plus grand joueur de l'histoire n'ayant jamais gagné de Grand Chelem. Probablement. Ouais. Mais je pense pas que tu peux être dans le Big Four si tu n'as jamais gagné de Grand Chelem, surtout pas quand tu regardes ce qui est déterminant, en fait, c'est ça. Mais non, mais quand tu regardes la qualité des 3 joueurs... t'as une coche, là. Tu sais,
Si t'as pas gagné Grand Chelem, pour moi, tu rentres même pas dans la question. Non, ça, c'est un. Marin Cilic, OK, c'est un bon joueur de sa génération. Il a été pris pour dopage. Je veux même pas en parler. pour moi, Marin Cilic, quand il a gagné l'US Open, je trouvais que, à la limite, c'était pas loin d'une disgrâce. Parce que le gars, il a été pris pour dopage, puis pour moi, ben, j'ai un peu de difficulté à lui pardonner. Ouais. Quand tu rentres dans Andy Murray, Wawrinka, puis Juan Martín del Potro, ça, c'est une autre chose. Pour Wawrinka, ce qui est intéressant, il y a quand même 3 titres du Grand Chelem que personne n'a vu venir. Personne n'avait vu venir ça. Il a été très bon. Il y a une médaille d'or olympique en double avec Federer. Mais encore là, je pense qu'il reste loin derrière Andy Murray. Andy Murray, il a défendu son titre olympique. Il a quand même été numéro 1 mondial lui aussi. Il a battu les meilleurs au monde. Il a battu Nadal. Il a battu Federer sur le gazon anglais. Je pense que cette place-là, elle appartient à Andy Murray. Par contre, j'aurais été curieux de voir la carrière de Juan Martín del Potro s'il n'y avait pas eu autant de blessures. C'est ce que j'allais dire. Son genou, son dos l'ont fait extrêmement souffrir et je suis convaincu que, en fait, ce gars-là avait tous les atouts pour réussir. Mais comme tu l'as dit, les blessures l'ont ralenti et moi aussi, j'aurais été très curieux de voir ce qui serait arrivé de la carrière de l'Argentin s'il n'avait pas connu autant de blessures. Tu sais, il y a tellement de blessures. C'est quand même un gars qui a 22 titres sur le circuit. Il a gagné l'US Open contre Federer alors que Federer était à son pic. Tu sais, pour les besoins de la discussion, je veux dire, je pense que le Big Four, le 4e joueur de cette génération légendaire-là, il doit être Andy Murray. Parce qu'Andy Murray, il les a remportés, les titres de Grand Chelem. Il a battu Federer sur le gazon. Il a défendu sa médaille olympique. Et ça, c'est pas peu dire. C'est un tournoi qu'on oublie un peu, le tournoi olympique, mais ça reste quand même très, très, très prestigieux. Il a défendu sa médaille d'or olympique. Donc, une chez lui. En plus, en fait, à Londres. C'est un peu ce qui a déclenché cette victoire-là. C'est un peu ce qui a déclenché ses succès parce que, tu sais, on disait toujours de lui qu'il n'arrivait pas à remporter les Grands Chelems, qu'il était bon. Mais là, il perd en finale à Wimbledon contre Federer. Ensuite, se retrouve en finale aux Jeux Olympiques quelques semaines après contre Federer, l'emporte. Après ça, il a gagné l'US Open, puis bon, on connaît les succès qu'il a eu par la suite. Alors, cette victoire-là, elle a un peu tout déclenché. Mais pour moi, statistiquement, en tout cas, à tout le moins, il est certainement le 4e joueur de cette génération-là. Est-ce que c'est ta conclusion aussi, toi? Ben oui, puis on parle de Del Potro qui a été souvent blessé, mais faut dire aussi que Murray aussi là, connaît des ennuis de santé. Et que serait-il arrivé si Murray avait été tout le temps au sommet de sa forme? Est-ce qu'il aurait pu prendre la place d'un des gars du top 3? Je pense que la question se pose. Cela dit, moi, je pense pas que la question se pose. Non, mais il demeure quand même qu'au niveau statistique, s'il n'avait pas été blessé, il a pris sa retraite beaucoup plus tôt que les autres gars à cause des blessures. Niveau talent, je pense que les top Djokovic, Nadal et Federer sont dans une classe à part. Mais niveau statistique, je pense qu'il aurait encore plus creuser son écart avec les Del Potro, les Wawrinka. Parce que tu peux pas être en désaccord du fait que les blessures, lui aussi, lui ont coûté beaucoup de victoires et de titres. Ben oui, mais en même temps, les blessures à Murray sont venues un peu plus tard. En tout cas, les grosses blessures sont venues plus tard dans sa carrière. Mais les autres gars sont tellement loin que pour moi, il n'y a pas sa place dans le Big Three. Là. Non, actuellement, non, mais je pense que, outre les blessures, au niveau statistique, sur le plan statistique, on aurait pu s'approcher à quelque chose de potable. Ben là, c'est plus que potable, là. Honnêtement, c'est vraiment plus que potable, mais il reste que pour moi, bon, il est là, effectivement le 4e. J'aurais, tu sais, Del Potro, là, juste s'il avait été en santé un peu plus, je pense sincèrement que peut-être il aurait pu déloger Andy Murray en tant que 4e. Encore, c'est un gars qui était tellement rongé par les blessures. Puis on le voyait souvent en Grand Chelem. Pour remporter des Grands Chelems, il faut que tu aies de l'endurance. Il faut que tu tiennes 5-7. Puis Del Potro, on l'a vu avec l'usure de son genou, notamment, quand c'est arrivé au 4e set,
baisse de régime, puis c'est là qu'il perdait ses points puis ses tournois, tu sais. Mais je suis aussi d'accord avec toi. Puis en plus de ça, ça a l'air d'être un gars tellement cool, tellement apprécié, non seulement par les joueurs, mais par les fans, par le circuit. Tu sais, Del Potro, c'en est un autre, là, dont, dans son apogée, je voulais pas manquer un seul match. Là. Ben non, puis avec raison. Puis en plus il est drôle sur le terrain. Exact, c'est ça. Ça, c'est le passé, Nico, mais connais-tu... on va parler un peu du futur, OK? Mm-hmm. Connais-tu... Attends, je suis sûr que je prononce son nom comme il faut. Connais-tu... Brenda... Brenda Fruhvirtova. Je ne la connaissais pas avant il y a 25 minutes. Brenda Fruhvirtova, elle a, ici, regarde, je te vois, là, je vais mettre son nom, là, je suis désolé pour la prononciation. Ton check n'est pas... Mais en fait, c'est que je ne l'ai jamais entendu. D'habitude, je ne sais pas si... Non, mais... Elle, c'est une jeune fille de 13 ans qui vient de battre la 54e joueuse mondiale, Katerina Siniakova, d'ailleurs, qui est une fille qui a joué le tournoi de Repentigny. Je pense qu'elle avait perdu en finale il y a quelques années. C'est une fille qui est passée chez nous. Une fille qui évolue sur le circuit de la WTA, qui a bien fait sur le circuit de la WTA dans les dernières années. Mais là, quand une fille de 13 ans bat la 54e joueuse mondiale, c'est spectaculaire quand même. Ben, spectaculaire. Tu dis 13 ans, tabarouette. Tu faisais quoi à 13 ans? Tu ne certainement pas battre la 50e joueuse au monde, là. On s'entend, là. C'est spectaculaire, tu sais, même pour les joueuses à haut talent, ceux qu'on a vus très jeunes avoir des résultats probants, tu sais, des filles comme Jennifer Capriati, Serena Williams, Maria Sharapova, tu sais, les talents exceptionnels, même à 13 ans, tu sais, battre des filles du top 50 ou presque, là, c'est spectaculaire. Là, ce qui est d'autant plus intéressant, regarde le score du deuxième set. Ah oui, il n'y a pas de compétition possible. Bon, maintenant, est-ce que Siniakova traîne une blessure? Est-ce que... Ben, je veux dire, c'est quand même, c'est ça, je veux dire, le set... Ben, tu sais, je me demande à quel point... Ben, en fait, c'est pas que je me demande, c'est... J'aimerais être dans la tête de Siniakova, puis, tu sais, disons le 7-6, bon, OK, t'as échappé le premier set contre une fille de 13 ans, ça va. Mais tu sais, une fois là, que c'est rendu au deuxième set puis qu'elle voit qu'elle se faisait manger, là, je me demande qu'est-ce qui se passait dans sa tête. Je veux dire, est-ce que c'est une forme d'humiliation? Je sais pas comment le prendre. Difficile à dire, hein? Tu sais, je me souviens de Félix Auger-Aliassime à Granby il y a quelques années. Il avait ça 14 ans et il venait de battre un joueur pas loin du top 100. Là. Je me souviens plus c'était qui le joueur. Mais après l'entrevue, tu sais, il s'était fait demander qu'est-ce que ça fait d'avoir été battu par un joueur de 14 ans. Mm-hmm. Puis il avait répondu... Dans quelques années, je vais dire que j'avais été battu par un futur numéro 1 mondial, puis je réponds de ça. Non, c'est sûr, mais pour le moment, je veux dire, tu viens de perdre contre même pas une adolescente, une pré-ado. Là, je veux dire, c'est quand même cocasse. Là, je veux dire, tu vas traîner ça avec toi longtemps, mais c'est sûr que si un jour elle arrive à faire partie de l'élite mondiale, on pourrait dire, bon, son parcours a commencé très jeune, mais tu sais, je veux dire, cette fille-là non plus ne sort pas de nulle part. Là. Je faisais mes recherches. L'an dernier, elle a remporté en février, elle a remporté le tournoi des petits as. Sa sœur l'a remporté l'année dernière, la première fois de l'histoire que deux membres de la même famille le remportaient coup sur coup. Donc, puis tu sais, les commandités aussi par Nike. Donc, c'est pas une fille qui sort de nulle part. Là. Non, sans dire qu'on l'attendait, c'est une fille qu'on peut imaginer voir plus souvent au cours des prochaines années. Non, puis les petits as, là, c'est un tournoi que à peu près tous les grands joueurs... ils passent tous par là. Tu sais, Félix l'a gagné de mémoire, tu sais, des joueurs comme Federer, Richard Gasquet, Rafael Nadal, ils l'ont tous gagné ce tournoi-là. Là. Ben, peut-être pas Federer, là, j'ai la liste sous les yeux, mais certainement c'est précurseur de quelque chose. Ben non, c'est ça, beaucoup de très, très, très bons joueurs, finalement, qui ont gagné ce tournoi-là. Et puis, non, ça va. Si on a de la difficulté à prononcer
son nom. Probablement que dans les prochaines années, on aura plus le temps parce qu'on va le prononcer souvent. Veux-tu l'essayer, Brenda Fruhvirtova? On a demandé à Paul Rivard. Mais peut-être qu'elle va devenir si célèbre que son prénom suffira aussi. Ou on va lui donner un surnom. Peut-être. C'est quelque chose comme... La jeune dame. La jeune tchèque. Ou Brenda la talentueuse. Connaissant ta créativité, j'étais un peu déçu du nom que tu viens d'apprendre. Ouais, mais tu m'as pris un peu tu m'as pris un peu par surprise. Je ne m'attendais pas à une telle question, un tel piège, mais... je lançais ça dans les airs comme ça. Là. Je ne m'attendais pas nécessairement à ce que tu marches dans la porte ouverte. Mais ouais, c'est Brenda Fruhvirtova. Voilà. Bref, un nom à retenir, puis c'est certainement quand je vais voir ce nom-là que j'ai beaucoup de difficultés à prononcer, je vais certainement regarder ce qui va se passer avec cette jeune fille-là. Tu sais, on jase, là. Quelle fille, parce qu'on parle de la WTA, là, quelle fille, là, disons, dans la next gen, ou disons très jeune, là, comme t'excite le plus, là, dans la mesure où tu as le plus hâte de voir l'évolution? C'est une bonne question. Tu sais, Sofia Kenin, c'est une joueuse qui n'est pas très vieille. Tu sais, 21 ans. Elle a gagné un tournoi du Grand Chelem. Elle a, à 21 ans, championne de Grand Chelem, c'est sûr qu'on n'est pas dans la catégorie des Sharapova et des Serena Williams. Mais je pense que, tu sais, elle, Bianca, c'est peut-être les joueurs que je vais surveiller avec le plus d'attention. Les deux ont déjà des grands chelems à des très jeunes âges. Ça peut certainement être indicateur de grande carrière à venir. En fait, dès que tu remportes un tournoi du Grand Chelem, en tout cas, c'est déjà peu banal. Alors, Sofia Kenin, Bianca, c'est certainement deux joueuses qu'il faudra regarder. Maintenant, est-ce que tu considères Naomi Osaka comme étant... je pense qu'elle, c'est prouvé que, je veux dire, c'est quand même l'athlète féminine de tennis qui a fait le plus d'argent en 2019. Donc, je pense qu'elle s'est établie qu'elle sera dans le top 3 pour le reste de sa carrière. Mais tu parles, je pense que Leylah fait partie de ce groupe-là, dont je dois avoir évolué. Est-ce que Jelena Ostapenko a atteint son potentiel? Je ne pense pas non plus. C'est une fille que j'aime énormément, tu le sais. J'aime beaucoup son style de jeu. On parlait de Del Potro tantôt. Ostapenko, c'est un peu une fille comme ça qui frappe à plat, qui frappe fort, qui a un bon service. Est-ce que Ostapenko, je ne sais pas ce que tu en penses du point de vue de ce qu'on peut voir maintenant, mais je pense que le meilleur aussi est à venir de son côté. Maintenant, l'Américaine Coco Gauff me fait triper. On l'a vu l'an passé à Wimbledon. Est-ce qu'on peut parler de Coco Gauff comme étant la prochaine Serena Williams? Honnêtement, je pense qu'on est dans ces eaux-là parce qu'à seulement 16 ans, elle joue comme une athlète mature, puis le meilleur est à venir dans son cas. Fait que je pense que Leylah, Coco Gauff, tu l'as dit, Kenin, Ostapenko, tout dépendant de notre point de vue, Andreescu, je pense que ce sont les prochaines grandes têtes du tennis. Tu penses qu'elle est là déjà, tu la vois, aussi, championne de Grand Chelem, parce que là, les noms qu'on a nommés, là, regarde, en étant Kenin, Naomi Osaka, Osaka, elle a 22 ans. Là. Mm-hmm. C'est sûr. Mais là, tu me demandes Leylah. Je te dis pas qu'elle va remporter nécessairement un titre Grand Chelem là, à court terme, mais nul doute qu'elle fera partie de l'élite. Là. Du moins de ce qu'on a vu cette année, notamment à Acapulco, puis tu l'as su depuis longtemps, tu le sais, là, elle a le potentiel pour le faire, puis elle a tous les atouts, puis elle aussi est consciente de ce qu'elle peut faire, puis je pense qu'elle vise extrêmement loin. On parlait les Tchèques. Les Tchèques, chez les femmes, ont une belle équipe parce que, tu sais, il y a aussi Vondrousova, elle a été numéro 1 mondial chez les juniors. C'est quand même une fille qui a juste 21 ans, qui est déjà 18e au monde. Ça va être une fille à surveiller aussi. C'est intéressant chez les femmes parce que on dirait que la génération à venir nous laisse beaucoup d'espoir pour des années très compétitives avec beaucoup de joueuses hyper talentueuses. Ouais, puis je regarde aussi le classement actuel de la WTA. Là. Madison Keys, c'est pas une fille qui est extrêmement vieille non plus. On peut peut-être pas parler d'une next-gen, mais ça reste quand même qu'elle n'est pas extrêmement vieille. Non, le futur du tennis, pour vrai,
surtout du côté des messieurs aussi, là, ça va être. Jennifer Brady, c'est pas une fille qui est extrêmement bien non plus, je ne me trompe pas. Non, c'est excitant. Pas de joke, là. Surtout du côté du Canada. Là, on a parlé de 2 filles. Il y a 2 filles dont on a parlé il y a quelques instants qui sont 2 filles du Canada. Là, fait. Mais bon, Coco Gauff, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être le plus beau potentiel à venir rapidement. Elle est encore tellement jeune. Puis, elle a déjà tout pour réussir. Là. Si tu parles physiquement, là, cette fille-là, c'est une femme déjà à 16 ans. Ouais. Puis on sait aussi que c'est le genre de fille, du moins du petit échantillon qu'on a, qui est prête à jouer dans les grands moments. Ben, force est d'admettre que c'est le cas parce que nous en a mis plein la vue en tournoi du Grand Chelem déjà à date. Elle est encore tout jeune. Alors non, beaucoup de jeunes joueuses prometteuses. Puis peut-être que Brenda Fruhvirtova peut-être, qui sait. Sera la prochaine Coco Gauff. En tout cas, c'est certainement celle qui a démontré le plus, mais quoi que, tu sais, en même temps, comme je disais, Bianca et puis Sofia Kenin, c'est des jeunes joueuses, puis sont championnes de Grand Chelem. Ouais, puis je veux dire, c'est une partie aussi, là. C'est difficile de dessiner l'avenir d'une fille qui a remporté une partie comme ça, mais il demeure que c'est pas banal ce qu'elle a fait, là, parce que, tu sais, je reviens toujours à ça, à 13 ans, qui bat des filles de l'élite mondiale, je veux dire, c'est absolument phénoménal. J'étais content que tu m'en envoies parce que j'avais pas vu ça passer. Même chez les exceptionnels, c'est hallucinant. Maintenant, est-ce que c'est précurseur de quelque chose de grand, peut-être? Est-ce que c'est, tu sais, Félix, on l'a vu faire des belles victoires à des très jeunes âges, mais 13 ans, c'est spectaculaire, mon gars, spectaculaire. Tu sais, je regarde les stats là, de Coco Gauff à l'instant, là, 16 ans, 5 pieds 9 pouces, 52e rang mondial, déjà un titre, 803 000 d'accumulés en carrière en termes d'argent, 42 victoires, 21 défaites. Wow! je repense à ce qu'elle nous a fait vivre à Wimbledon, puis j'ai vraiment de l'avoir évolué dans le futur. Non, mais c'est peut-être la digne, le digne successeur pour Serena Williams. Ouais. Non, beaucoup de choses intéressantes du côté féminin. Puis, tu sais, Bianca, elle n'a que 20 ans, puis elle est championne de Grand Chelem. 20 ans. Ouais. Alors, puis elle a battu Williams d'autant plus dans ce Grand Chelem-là. Ça fait que non, mais ça, il y a des filles comme ça, c'est indéniable. Là. Tu parlais d'Osaka, on le sait qu'ils vont être bonnes longtemps. Fait que pour moi, ça fait même pas partie du débat. Là. Andreescu, Osaka, on sait qu'elles vont être bonnes longtemps. Kenin aussi, là, pareil, tu parlais d'elle tout à l'heure. Là. Pour moi, c'est des filles dont le dossier est réglé. Là. Ils vont être dans l'élite mondiale. Préparez, achetez-vous un bon sofa pour les prochaines années. Ça va être un bel investissement pour regarder Bianca remporter des titres du Grand Chelem. OK, regarde, on en a parlé en surface. Mm-hmm. La prochaine, je te lance un autre débat qui va t'empêcher de dormir toute la semaine. Ah, ça, c'est pas correct parce qu'il fait chaud en plus. Là. OK, vas-y. Qui sera la meilleure joueuse de la prochaine décennie? Seigneur Dieu, c'est difficile, ça. Et qui va remporter le plus grand nombre de Grands Chelems dans la prochaine décennie chez les femmes? Ça, c'est dur parce que, tu sais, il y a une... Non, je réponds pas, mais quand je pense à voix haute, il y a une grosse différence entre gagner le plus de Grands Chelems et faire partie de l'élite mondiale. Parce que tantôt, on l'a vu. Tu sais, je veux dire, tu peux faire partie de l'élite comme un David Ferrer ou, on l'a vu, un Wawrinka, et pas Wawrinka, mais tu sais, Ferrer ou... Tu sais, faire partie quand même de l'élite mondiale sans pour autant être des menaces constantes en Grand Chelem. Fait que non, la question est pertinente et intéressante, puis évidemment que ça va m'empêcher de dormir une autre semaine, ce qui est pas super de ta part, mais ça fait partie du business, là, j'imagine. Ah, ben ça, Nico, exact. Puis comme tu aimes les chiffres, voilà, on veut là-dessus. Nico, la semaine prochaine, on aura peut-être notre intro qui est en préparation depuis quelques semaines. Je m'apprête à la finir. Là, on avait déjà une première version, mais on doit la faire approuver, notamment pour des questions de commanditaires. Là. Alors, la semaine prochaine, peut-être qu'on aura notre nouvelle intro à présenter. On devait avoir cette semaine un membre de Matchpoint Canada du podcast anglophone, du podcast Tennis Canada anglophone. Malheureusement, là, pour une question d'horaire, ça n'a pas fonctionné. Probablement que ça fonctionnera la semaine prochaine. Quant à moi, je vais sur le podcast anglo de ce soir, ils enregistrent. Alors, je vais faire un tour là-dessus.
Et puis, merci Nico pour cette presque heure. Ça a passé à une vitesse complètement folle. J'ai pris sur mon scalpin mes devoirs. 1, répondre à la question d'Alex. 2, faire que mes revers soient moins brossés. Je te dis, mon gars, c'est une catastrophe. Enfin, ça ne concerne que moi et mon revers, mais je voulais te le faire part pour qu'on y revienne la semaine prochaine sur mon revers. N'oublie pas qu'il y a un jeune de 7 ans qui a un meilleur revers que toi. Oui, non, mais ça fait partie du mental. Ça, je le sais. Une fois que tu le sais, tu fais abstraction de ça puis tu fais de ton mieux. Pas le choix. T'as pas le choix. Bonne semaine, Nico. Yes, bon tennis, Alex. Bon tennis, tout le monde.